Aujourd'hui, dans notre jury balado, on va déconstruire l'idée préconçue du rôle de l'avocat pour l'adapter à une pratique auprès des personnes victimes. Pendant cette conversation, on souhaite vous offrir des pistes concrètes qui vont vous permettre d'adapter vos interactions auprès des personnes que vous représentez. L'objectif, c'est pas de modifier drastiquement votre pratique, mais de faire de petits changements qui auront un impact considérable et faciliteront le parcours des personnes bénéficiant de vos services. Nos jurys balados permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Aujourd'hui, je suis avec Éliane Malo et Constance Lorrain. Éliane, tu es avocate dans notre équipe de litige en violence conjugale. Tu t'occupes, entre autres, mais pas uniquement, de l'admissibilité des dossiers, des premières rencontres avec les personnes requérantes, puis de ce que j'aime appeler le care juridique. Donc, ça fait tout son sens que tu sois avec nous pour la discussion aujourd'hui. Constance, de ton côté, tu es spécialiste clinique pour JuryPop. Tu travailles étroitement avec les avocates pour évaluer les dossiers, c'est-à-dire le niveau de risque d'aggravation de la violence post-séparation. En plus, tu participes à l'orientation des décisions juridiques, notamment en tenant compte des différents plans de sécurité dans les dossiers. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de l'interaction avec les personnes requérantes. Mes chers, vous travaillez exclusivement en violence conjugale et post-séparation. Au fil des années, on a développé comme équipe un modèle d'interaction auprès des personnes requérantes. Ça passe d'abord par la formation générale en violence conjugale, post-séparation, par la connaissance des besoins des personnes victimes, mais surtout par le respect du vécu de chacune d'entre elles. Puis c'est spécifiquement ce qui est important dans ce qu'on va discuter aujourd'hui. Effectivement, puis tu le nommes bien, le vécu de chacune d'entre elles peut être tellement varié sur un spectre, c'est-à-dire que non seulement il y a de s'adapter au fait qu'on est en contexte de violence conjugale, donc d'avoir une approche individualisée compte tenu des enjeux liés à ce contexte-là, mais aussi de s'adapter à l'individu qu'on a devant nous, parce que chaque personne victime de violence conjugale est différente, vit des conséquences qui s'expriment différemment. Donc, c'est d'en tenir compte selon où on les accueille dans leur cheminement. Puis ça va évoluer au cours du dossier. Vous aurez peut-être même pas la même personne devant vous en début versus en fin de mandat. Effectivement, je pense que chaque dossier que l'on a eu dans le cadre du projet a été vécu différemment, comme avocate, a été travaillé différemment pour s'adapter à la personne requérante qu'on a devant nous. Puis comme l'a dit Constance, effectivement, des fois, ce sont des dossiers qui vont évoluer, qu'on suit pendant plusieurs mois, voire années, et que même au sein d'un même dossier, on va comme avocate devoir travailler différemment parce que la personne est en reprise de pouvoir, est en changement dans sa vie. Donc, c'est d'accompagner là-dedans au travers du dossier. C'est intéressant ce que vous dites, les filles, parce que la violence conjugale post-séparation, les violences à caractère sexuel, les traumatismes, les conséquences, ça ne changera jamais. Il faut les apprendre, il faut les connaître. Mais les humains sont profondément capables de changer, vont changer en fonction de comment on interagit avec il ou elle. Puis, je pense que c'est vraiment ce qui est beau et positif de retenir dans l'approche dont on va discuter aujourd'hui. D'abord et avant tout, il s'agit d'établir les bases. Je viens de le dire, on va interagir, on va pratiquer notre travail, notre métier différemment. Qu'est-ce que ça veut dire établir les bases, Éliane, avec une personne victime de violence qu'on représente? Je pense que tout d'abord, ça passe par asseoir
les valeurs, asseoir un peu quel est le cadre qu'on se donne. Puis si on partage un peu notre vision puis nos valeurs chez Jury Pop, c'est sûr que la base de toutes nos interactions avec nos personnes requérantes, ça va se faire dans un esprit de bienveillance, de respect, en transparence, d'avoir vraiment une relation qui est construite sur ces éléments-là et qui, on se rend compte au fil de nos interactions puis des développements des dossiers, vont vraiment c'est des éléments qui vont être très, très bénéfiques pour, comme avocat, avocate, créer un énorme lien de confiance, avoir accès à la personne, avoir accès à son vécu également. Donc, c'est vraiment de travailler de cette façon-là, je crois. Constance, pour toi qui est intervenante, à quoi ça fait écho établir les bases? Comme Eliane vient de le mentionner, je pense que c'est d'établir les bases de l'alliance dans la relation d'aide. Donc, notamment la transparence, c'est un principe immense qui doit être appliqué aussi à double sens, si on veut. C'est-à-dire que je pense que oui, on demande une grande transparence aux personnes requérantes pour être à même de mieux les représenter, de mieux les accompagner de manière socio-juridique. Mais c'est aussi, de notre côté, d'être transparent et authentique. Ça veut dire d'aller vérifier si, en tant que professionnel, nous-mêmes, on a des préjugés, notamment par rapport à la violence conjugale. Il y a des zones d'ombre où on juge qu'on devrait avoir plus d'expertise aussi pour mieux les comprendre. C'est de faire des reflets authentiques aussi aux personnes requérantes, de voir si notre approche correspond à leurs besoins, puis le cheminement, où elles sont aujourd'hui, parce que chaque personne arrive à un moment, une fenêtre différente de sa vie. Donc, pour l'aider, il faut prendre connaissance d'à quel moment elle nous arrive, puis sonder comment on peut le mieux l'aider. Puis des fois, c'est justement de la référer vers des ressources. Des fois, c'est de respecter son rythme, puis d'attendre ou lui proposer d'autres alternatives. Je pense que ça demande une grande humilité aussi, ce travail-là. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'ouverture qui est nécessaire, de non-jugement. Donc, vraiment, ce qu'on va entendre comme vécu, ça vient avec justement des traumas, des traumatismes qui peuvent des fois être choquants à entendre. Ça évoque notre sentiment d'outrage, des fois nous-mêmes notre sentiment d'impuissance. Donc, ça va être vraiment d'essayer d'accueillir ça en étant empathique, mais en prenant pas toute la place non plus. Puis ça, je pense que c'est dans les bases. Il y a aussi à réfléchir comment, en tant qu'équipe, on peut se donner des moyens pour ventiler, puis être au meilleur de nos capacités aussi quand on rencontre des personnes requérantes, parce que suite aux rencontres, on prend soin de nous. Vous avez les deux mentionné la transparence, l'authenticité. J'ai envie peut-être de vous entendre sur un exemple de comment ça peut se déployer en interaction avec une personne requérante, parce que assurément, n'importe qui va d'emblée dire « Moi, je suis transparent et authentique, je donne toute l'information et ce sera vrai. » Mais comment ça peut être encore plus vrai lorsqu'on représente quelqu'un qui est victime de violence? Ce qu'on voudrait peut-être comme avocat ou avocate, sachant le vécu de la personne, puis tout ça, c'est des fois tenter de protéger peut-être la personne en n'amenant pas certains, peut-être des options qui pourraient se dérouler à la cour. Si, par exemple, on a une vacation à la cour, de ne pas prendre le temps parce qu'on voit peut-être que la personne requérante est dans un état de grande anxiété, de grande anticipation, puis qu'on prendrait peut-être pas le temps nécessairement comme avocat ou avocate par souci justement de protéger, d'agir comme un peu un bouclier, de dire on va aller mettre en place notre plan d'action, on va aller à la cour, on va demander telle conclusion, mais sans par exemple s'asseoir avant puis vraiment avoir une discussion en toute transparence avec la personne requérante, puis lui expliquer, même ce ne sera pas des discussions faciles, souvent c'est des discussions qui vont être vraiment plus peut-être émotives. On va aller discuter de quelles sont les options, qu'est-ce qui pourrait se passer à la cour, ou si on utilise une ou l'autre stratégie juridique. Et au final, c'est en ayant cette transparence totale-là qu'on voit vraiment que ça porte ses fruits, puis que ça fait en sorte que la personne requérante a davantage d'informations, de contrôle sur son vécu. Elle comprend qu'est-ce qui se passe. Ça donne beaucoup de... Elle n'est pas prise par surprise non plus. Oui, voilà, ça. Puis ça donne vraiment un sentiment qu'elle contrôle le narratif, qu'elle reprend du pouvoir d'une certaine façon. Puis on va vraiment le dire à nos personnes requérantes quand on a ce genre de
discussions-là ou de conversations qui sont moins faciles, on va vraiment prendre le temps de dire, bien, en toute transparence, il faut qu'on adresse certains points avec vous, il faut prendre ce temps-là, mais après, ça peut vraiment... Ben, en effet, je pense que d'être transparent dans toutes les avenues, les issues possibles d'un procès aussi, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on y va pour essayer de représenter au mieux les personnes requérantes. Ultimement, on ne sait pas quelles vont être les conclusions, le jugement rendu. Donc, de la préparer aussi à ce qui va advenir, de lui offrir un portrait réaliste, de rien pouvoir promettre. Souvent, les personnes requérantes vont nous demander, est-ce que j'ai un bon dossier? Est-ce qu'on va, entre guillemets, gagner? Il y a cette notion-là aussi qui vient un peu, puis ça concerne leur enfant, c'est ce qu'elles ont de plus précieux. On comprend tellement les enjeux qui sont immenses, puis leur besoin d'être rassurés. Mais je pense qu'être rassurante, ça passe notamment par être vrai, être authentique, puis dire, ben il y a des chances que ça se produise. Et comment est-ce qu'on pourrait t'accompagner si une ou toutes ces options-là se déroulent? Comment est-ce qu'on peut ajuster les scénarios de protection si jamais soit la partie adverse, ben, finalement, se va accorder des plus grands droits de garde, un sentiment à ce moment-là d'avoir été validé, puis là, s'active davantage peut-être dans des stratégies violentes. C'est à l'inverse, il y a le sentiment d'avoir tout perdu, puis que là, encore une fois, les risques augmentent, fait que de se parer à toute éventualité. Je pense que ça peut être rassurant pour les personnes requérantes. Puis un autre exemple qui me vient en tête en lien avec la transparence, c'est qu'on reçoit des déclarations de serment des parties adverses. On apprend, c'est sur plein de choses, puis c'est pas, je pense, par manque de transparence que les personnes requérantes ne nous le dévoilent pas d'emblée, tous ces éléments-là qui vont être abordés dans une déclaration de serment. Mais là-dedans, il y a aussi des choses pertinentes qu'on doit adresser, qui sont très, très intimes. C'est une forme de violence extrême que d'obliger une personne à se raconter comme ça à dans des ses inconnus. moindres détails. Absolument. Mais en même temps, on est obligé de le faire pour bien la représenter. Donc, il y a cet enjeu-là qu'on a rencontré là, au cours de nos dossiers, notamment, d'adresser un peu tout ça. Puis c'est normal, c'est ça qu'elles ne voient pas nécessairement la pertinence. C'est pas leur travail. Elles ne sont pas avocates. Elles n'ont pas le même compas, si on veut, pour la preuve. Donc, tout ce travail-là aussi qui va être fait là, nécessite une grande ouverture, encore une fois, un grand accueil, une grande capacité d'empathie, parce que c'est pas facile de se raconter dans ces moindres détails-là. Je retiens dans ce que vous dites que souvent, en fait, je dirais comment on est formé comme avocat. Puis tu le mentionnais bien tantôt, Éliane, on a un plan, on le présente, on connaît les tenants et aboutissants. Il y a toujours deux côtés à une médaille, mais on voit souvent l'objectif et moins le chemin pour s'y rendre. Et puis, t'ajoutais à ça qu'on va avoir ce désir peut-être de protéger les personnes qu'on représente, de les protéger dans leurs blessures, dans leurs failles, mais au contraire, faut un peu changer notre positionnement, puis voir les blessures puis les failles comme quelque chose qui peut devenir aussi des forces. Et puis, en fait, ne pas se protéger nous-mêmes comme avocats de ces blessures-là et de ces failles-là parce que, nous, elles ne nous appartiennent pas. Puis, probablement qu'on n'aide pas nécessairement les personnes requérantes, les personnes victimes de violences si on tente d'adoucir le chemin pour elles parce que ce ne sera pas le chemin qu'elles auront choisi de prendre. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir. C'est vraiment ce qui est le plus important. Puis, on va le marteler quelquefois, je pense, pendant cette conversation-là. Mais oui, ça va prendre plus de temps. C'est la première fois que je le dis, mais on le répétera quelquefois. Ce temps-là va être payant tout au long du dossier et jusqu'à sa finalité. Et ça, j'en fais une promesse. Vraiment, là, c'est pas quelque chose que je dis légèrement. N'hésitez pas même à expliquer ça aux personnes que vous représentez qui payent la facture. Oui, c'était plus long. Oui, c'est plus de sous, mais
mais en étant authentique puis transparent, les personnes aussi comprennent le chemin qu'on prend pour les aider. Donc, je pense que c'est important de le garder en tête. On parle des bases en termes de valeurs, mais il y a aussi des bases en termes de posture, qu'elles soient personnelles. Donc, les valeurs, ce serait une posture plus personnelle, mais il y a la posture physique aussi à avoir, je pense, quand on est en interaction, un cadre, un aménagement. Qu'est-ce que vous privilégiez, en fait? Mais ça peut être aussi simple que... Puis ça peut paraître simple, mais c'est vraiment de prévoir des petites choses, faire en sorte que dans l'environnement physique où se tiendrait une rencontre, une interaction avec une personne requérante, ce serait vraiment de prévoir un aménagement qui va être accueillant et bienveillant. Donc, par un simple café, un verre d'eau, des papiers mouchoirs, quelque chose qui va faire en sorte qu'elle se sente le plus confortable possible. Donc, de prévoir ces petites choses-là, puis qui font en sorte qu'il y a un sentiment de confort qui est peut-être un petit peu plus présent. Puis c'est aussi d'expliquer à la personne qu'en tant qu'avocat, dans une relation avocat et client, qu'on veut qu'il y ait une certaine confidentialité qui demeure dans les interactions. Mm-hmm. Donc, si par exemple une rencontre en présentiel, ben, c'est d'expliquer aussi, de prendre le temps d'expliquer pourquoi, par exemple, la porte sera fermée durant l'interaction dans une pièce et pour préserver la confidentialité, parce que c'est quelque chose qui pourrait, par exemple, pour certaines personnes, être plus chargé de se retrouver dans un environnement restreint, dans une petite pièce, dans un bureau, avec une porte fermée, puis de se dévoiler, d'expliquer son vécu, ça pourrait générer certaines émotions, certaines émotivités. Donc, d'expliquer ça, puis de prendre le temps de dire à la personne que c'est pour préserver la confidentialité, s'assurer que ça demeure entre l'avocat et elle-même. Donc, c'est de prévoir l'environnement physique aussi, c'est vraiment important. Puis je dirais aussi, quand c'est en virtuel, par exemple, puis qu'on a des notes à prendre, des fois, on a l'air de ne pas regarder la caméra, ou en tout cas, le contact visuel est beaucoup plus difficile. Donc, on peut l'expliquer d'emblée, là, au début du rencontre. C'est pas que je suis pas intéressée. Au contraire, ce que tu me dis, je trouve ça précieux, puis je dois en prendre note. Sache que je suis toute là, tu sais. Fait que c'est le genre de choses qu'on pourrait mettre en place. Puis j'ajouterais quand c'est en présentiel aussi. Souvent, ce qu'on voit chez les personnes requérantes victimes de violences conjugales, c'est une grande anxiété. Donc, de réduire autant que possible les facteurs anxiogènes, de lui dire s'il y a un stationnement prêt qui est accessible, de l'attendre à la porte pour pas qu'elle ait à déchiffrer un peu le code de porte ou où est-ce que j'appelle, comment fonctionne le répertoire. Tous ces petits gestes-là qui demandent quelques minutes de votre part, mais vont faire toute la différence dans le sentiment d'aisance que les personnes requérantes vont avoir. Puis, est-ce que, Éliane l'a bien nommé tantôt, mais est-ce qu'on a je m'imagine être cet avocat ou avocate qui pratique quelquefois, mais pas nécessairement tout le temps avec une personne victime de violence, puis qui va tenter justement d'adresser ces questions-là. Est-ce qu'on a une formulation qu'on préfère? Est-ce qu'on pose la question? Est-ce que tu souhaites que la porte soit fermée ou, écoute, la porte, elle sera fermée? Quelle posture on adopte dans ce temps-là? Je pense que ça dépend de chaque bureau. C'est-à-dire qu'un objectif de confidentialité peut être atteint s'il n'y a personne dans votre bureau puis que vous pouvez laisser la porte ouverte. C'est là, la situation se pose moins. Nous, il y a beaucoup de personnes qui circulent là, dans les bureaux. Puis c'est quelque chose aussi qui peut être mentionné. Autant l'équipe chez nous d'avocates est féminine, mais de dire largement aussi, il y a des hommes qui pourraient être dans l'espace. C'est juste que tu saches, quand on fait des procès au sein de nos bureaux, c'est de dire aussi comment va être aménagé l'espace, qu'on a même un petit écriteau que les gens rentreront pas nécessairement dans la pièce, qu'elle va pouvoir se poser complètement là. Oui, il n'y aura pas un collègue qui va faire knock-knock. Comment ça va aujourd'hui? Exactement. Mais donc, c'est ça. Je pense que si vous n'avez pas le choix, dès le début de rencontre, c'est d'établir le cadre sécuritaire. Donc, vous pourriez nommer voici comment on te propose de fonctionner. La porte va être fermée pour des raisons de confidentialité parce qu'il y a beaucoup de circulation. On veut aussi avoir toute notre attention auprès de toi. Donc, pour éviter de se déranger, ça va limiter les bruits. Par contre, préfères-tu certains aménagements dans la pièce? Aimes-tu mieux être face à la porte, dos à la porte? Il y a moyen, je pense, de moduler un peu sa pratique dans les paramètres qu'on offre à la personne requérante pour qu'elle ait
un sentiment de contrôle ou de pouvoir sur la situation, puis pour que ce soit un climat le plus égalitaire possible aussi. Au même titre, quand on va poser les questions, chez nous, il y a 2 volets, c'est-à-dire le volet clinique et juridique, mais on pourrait lui demander par quoi tu préfères commencer, comment tu te sens aujourd'hui, tu sais, tout le temps de prendre le pouls. Est-ce que tu arrives puis tu as couru parce que c'est compliqué avec les enfants ce matin, puis tu es à bout, puis tu as mal dormi, puis tu sais, peut-être tu es trop fragile en ce moment pour qu'on entre dans le cœur des violences, puis peut-être c'est plus facile pour toi de nous parler des dates des dernières procédures, puis de répondre à des questions plus financières, puis que ça va être ça pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande flexibilité qui est nécessaire aussi. Oui. Authenticité, transparence, bienveillance et flexibilité également. On peut l'ajouter. Finalement, j'ai envie de dire que c'est la base de n'importe quelle bonne relation de confiance. Puis ça vaut la peine de se rappeler, de se ramener à ces bases relativement simples-là, établir des bases puis un cadre qui est simple quand on s'apprête comme professionnel à recevoir un vécu de violence puis à interagir avec une personne qui vient avec toutes les conséquences de cette violence-là. Ça va nous permettre, je pense, de voir cette personne comme une humaine, un humain à part entière. Et ça, c'est une autre promesse que je fais, de beaucoup mieux répondre à ses besoins. Maintenant qu'on a établi les bases de nos interactions, puis quand on parlait d'interaction, on parle de la première interaction, c'est-à-dire du premier rendez-vous, du premier appel, mais également de toutes ces interactions qui vont suivre. Et parfois, il y en a beaucoup dans la même journée, dans une même semaine, dans un même mois. Donc, on a établi cette relation-là, on l'a construit, puis on l'a mentionné brièvement. Il faut aussi adapter notre pratique. Il faut faire preuve de flexibilité. On interagit avec des personnes qui ont subi des violences souvent innommables. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'une violence innommable. Qu'est-ce que ça veut dire, Éliane, pour un avocat, une avocate, savoir ce qui est de la violence conjugale, de la violence à caractère sexuel? Mais je crois que ça passe tout d'abord par des besoins de formation, d'information. Il faut avoir ce désir-là aussi à la base là, pour bien représenter une personne victime de toute forme de violence. Il faut avoir quand même une certaine curiosité, désir d'apprentissage, aller se former, parce que ce sont des enjeux, des éléments qui sont quand même spécifique. C'est un monde en soi, comprendre les violences conjugales et pas séparation. C'est un domaine de pratique. Oui, voilà. Ouais. Donc, si un collègue, un confrère, consoeur est appelé à faire quelques dossiers ici et là dans sa pratique par année, avoir quelques dossiers, bien, c'est de se renseigner, puis pour être capable, après, quand vient le temps d'avoir des interactions, de demander à la personne de dévoiler son vécu, l'avocat, avocate prennent le temps de comprendre l'étendue de ce que pourrait être, par exemple, une violence physique. On va souvent peut-être penser, associer une violence physique à un coup, une gifle, des éléments très directs. Mais la violence physique est beaucoup plus large que ça. Puis si l'avocat, avocate arrive peut-être pas avec cette compréhension-là de ce que ça peut impliquer, les ramifications de la définition même d'une violence physique, après, c'est peut-être plus difficile d'avoir un langage commun, d'avoir un échange vraiment plus facile avec la personne requérante. Puis on va peut-être aussi, malheureusement, oublier des éléments. Par exemple, si on n'a pas la même compréhension, peut-être c'est de s'assurer avec la personne requérante, qu'est-ce que c'est pour toi une violence physique? Comment ça se manifestait, puis de vraiment essayer de relancer dans une espèce de questionnement comme ça pour s'assurer de ne pas oublier d'éléments. Parce que ça serait très dommage de, par exemple, oublier dans le cadre du dossier, de mettre dans des procédures ou dans des plaidoiries. S'il y avait eu, par exemple, des claquements de porte, des lancers d'objets, des éléments qui sont diverses formes de violence physique, mais qui sont peut-être pas ce que
tout le monde un petit peu qui sont moins formés en violence conjugale, auxquels on réfléchirait d'entrée de jeu. Donc, c'est de se doter de cette connaissance-là, puis s'assurer que avec la personne avec qui on interagit, bien, qu'elle ait aussi un peu cette même notion-là de son côté pour faciliter un peu les échanges, la compréhension. Puis, au bout du compte, bien, c'est s'assurer d'avoir de bonnes procédures. C'est une rédaction qui est complète, qui est détaillée. Puis, même chose pour les plaidoiries, ça ne fait que bonifier puis améliorer le travail de l'avocat-avocate. Quand on a les bonnes données, les bons faits, les bonnes informations, on est d'autant plus en mesure de bien représenter puis porter l'histoire, le vécu de la personne. Puis on est en mesure d'être très à l'aise avec ça après puis de le défendre avec conviction devant les tribunaux. Ce que j'entends, là, c'est que la violence, c'est pas ce qu'elle signifie pour nous comme professionnels, mais plutôt ce qu'elle est comme problématique. Donc, la violence conjugale, ce qu'elle est comme problématique. On a mentionné violence physique, violence psychologique. Il y a tous les autres types de violences également. Et c'est en adaptant notre pratique à ce cadre-là, on n'y met pas nos intentions comme professionnels, puis on va éviter les mythes et préjugés aussi, hein, parce que si pour moi, une porte qui claque, c'est pas de la violence, mais que c'est le vécu quotidien de multiples fois par jour de la personne que je représente nécessairement, ma pratique et la manière dont je vais la représenter devant la cour, il va y avoir un énorme décalage entre sa réalité, son vécu, mais également la manière dont je vais plaider ses besoins nécessairement. Ce que je retiens et qui est très important, c'est qu'il ne faut pas regarder les événements de manière isolée, mais au sein de leur dynamique. Ça s'inscrit dans quel contexte? C'est des micro-régulations du quotidien que la personne va vivre. Là. Ça peut avoir l'air subtil, ça peut avoir l'air insidieux. Ça saute pas nécessairement à première vue au regard nécessairement toutes les violences, mais c'est l'accumulation de ces violences-là qu'on veut venir dépeindre devant les tribunaux pour les sensibiliser à c'est quoi la réalité d'une personne victime de violence conjugale. C'est pas nécessairement d'y aller dans un sensationnalisme avec quelques éléments que vous jugez clés forts, mais vraiment de dépeindre là, tout ce qui peut s'inscrire dans son quotidien. Puis pour rebondir un peu sur ce qu'Éliane disait, je pense que oui, la formation va faire toute la différence, mais aussi de reconnaître les limites de sa compétence des fois, puis de demander de la concertation. Il y a plusieurs femmes et personnes victimes de violences conjugales ou à caractère sexuel qui ont des suivis auprès d'organismes communautaires. Elles ont un dossier là-bas. Il y a des notes de prise par des intervenants, des intervenantes formées. Donc, c'est précieux aussi, cette information-là. Les personnes requérantes peuvent demander accès à ces dossiers-là, vous transmettre certains documents. Il est possible d'avoir des appels directement entre professionnels aussi. Mais bref, je pense que ça va donner un portrait plus complet. Puis des fois, des sujets peut-être que vous vous sentez moins à l'aise d'aborder ou que la personne requérante se sent moins à l'aise d'aborder de prime abord avec vous. Je pense par exemple aux violences à caractère sexuel qui relèvent d'un aspect très intime pour plusieurs. Donc, d'aller partir de notes déjà prises, bien, ça évite aussi une victimisation secondaire pour les personnes requérantes qui n'ont pas à se raconter sans arrêt. Fait que ça aussi, je pense que c'est une belle clé à garder en tête. On le dira jamais assez, la connaissance, la formation, c'est le nerf de la guerre. Par ailleurs, si votre pratique s'inscrit majoritairement davantage auprès des personnes victimes de violences, il y a des connaissances à acquérir, il y a de la formation aussi à faire, puis les différences seront majeures sur le parcours de la personne que vous représentez dans le système de justice. Dans le fait d'adapter notre pratique, il y a, on a parlé des professionnels qui pourraient vouloir amoindrir ou avoir leur propre perception des événements de violence, mais il y a aussi un type de personnalité qui pourrait vouloir beaucoup plus que les personnes requérantes ou mettre davantage d'accent sur les violences vécues ou sur la multitude de services disponibles, sur toutes les avenues possibles pour une personne requérante.
j'ai l'impression que c'est pas nécessairement non plus la posture la plus adéquate à adopter. Mais je pense que ça va avec le respect du rythme de la personne. On peut pas vouloir pour elle non plus parce que on va se mettre en situation d'échec. Il faut tout à fait respecter ses limites. On parlait de conséquences tantôt. Donc, il y a des conséquences que les personnes vivent qui font en sorte qu'aujourd'hui, peut-être, elles n'auront pas toute l'énergie qu'on leur demande, que peut-être leur rythme va être beaucoup plus lent d'en prendre connaissance des documents, d'en récolter pour vous les courriels qui vont être à mettre en preuve. Donc, il y a plein d'ajustements à faire au niveau du rythme différent qu'un professionnel peut avoir versus une personne requérante. Donc ça, je pense que c'est un élément majeur à garder en tête aussi, d'être respectueuse de ces enjeux-là, puis de ces limites-là, au même titre qu'on veut valoriser leurs forces puis miser sur ces forces-là pour aller plus loin. Elles sont riches d'expérience, ces personnes-là. Possiblement, elles ont eu d'autres instances judiciaires dans d'autres domaines auparavant. Possiblement, elles ont eu d'autres suivis avec des professionnels. Elles ont déjà trouvé des outils. Donc, c'est de partir de ça qui va leur donner aussi un sentiment de compétence, de reprise de pouvoir, parce que, veux pas, c'est intimidant, le système judiciaire pour elles. Souvent, là, le décorum que ça implique. On prône de manière féministe l'égalité, mais... reste qu'il y a certains rapports hiérarchiques dans une relation, où est-ce que des fois, il faut faire des recadrages, où est-ce qu'il y a quand même des contraintes légales très claires qu'il faut faire respecter. Donc, c'est comment se sentir cohérente en tant que professionnelle pour naviguer entre tous ces enjeux-là. Est-ce que... il n'y a peut-être pas de bonne réponse, mais je pose la question quand même. Est-ce que, comme avocat, on peut... ne pas représenter une personne victime de violence qui ne souhaite pas que son vécu de violence soit porté devant les tribunaux? Est-ce qu'on peut faire ce choix-là? Ça va vraiment dépendre de l'avocat-avocate, de voir. C'est sûr qu'en n'adressant pas ma réponse de personnes travaillant exclusivement en violence conjugale, c'est vrai que ça ne serait pas de servir la personne. Si on sait qu'elle a ce vécu-là, on sait qu'il y a des enjeux qui sont souvent bien importants, qui sont majeurs au niveau des risques homicidaires, de la sécurité, autant de la femme que des enfants. Si on connaît ces informations-là, qu'on les a en main et que par la suite, c'est pas des choses qui sont mises de l'avant, qui sont réfléchies dans le cadre du dossier, par exemple, en passant par la signification des procédures à la partie adverse, tout au long du déroulement du dossier de cour, si on ne tient pas compte, on ne pratique pas en ayant en tête ces éléments-là, bien, on va avoir tout plein d'angles morts, tout plein d'oublis, puis on risque d'autant plus à ce moment-là de mettre la personne et ses enfants dans une situation où elles vont se retrouver en danger. En ne tenant pas en considération ce vécu-là dans le cadre du développement du dossier, on va vraiment... ça va faire en sorte qu'on va peut-être faire des demandes à la cour qui ne seront pas de pair avec le vécu, donc de demander des droits d'accès très élargis. Ça peut être de demander des échanges qui ne sont pas supervisés. Donc, on va oublier plusieurs choses qui vont faire en sorte que ça ne va pas servir la personne requérante. C'est sûr que, comme Constance le dit, on veut vraiment être dans l'esprit de respecter le rythme, respecter la complexité de ce que ça peut apporter de se présenter devant les tribunaux, puis la complexité de ce processus-là. Mais ça ne va pas nécessairement bien servir la personne et ses enfants au bout du compte. Donc. Si on établit une relation authentique et transparente dans la bienveillance, j'imagine, et là je parle pour vous, mais que ça va être par ailleurs un sujet qui peut être adressé avec la personne requérante. Oui, tout à fait. Ça peut vraiment être quelque chose qu'on aborde, puis aussi au niveau également du dévoilement, puis du niveau d'information qui pourrait être dévoilé dans les procédures également. La façon dont les violences sont racontées, expliquées dans le cadre des demandes, des déclarations sous serment qui sont adressées devant les tribunaux, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de moduler, faire en sorte que au final, la personne, elle va relire tout ça, nous donner ses commentaires, ses modifications, son appréciation, puis il y a un moyen de
si, par exemple, il y a une certaine forme de violence avec laquelle elle est moins à l'aise de se dévoiler à ce stade-ci des procédures. Peut-être que plus tard, 2 ans plus tard, qu'on sera rendu à procès, ce sera différent. Mais à ce moment-là, c'est aussi d'avoir cette discussion-là puis de voir quel est son niveau de confort dans tout ça, puis qu'on soit capable de mettre à l'écrit le vécu de la façon la plus... qui vraiment reflète le plus possible comment elle se situe en ce moment à ce stade-ci dans son cheminement, dans son parcours. C'est de l'impliquer, cette personne-là. Plus elle est impliquée dans le dossier, plus elle va pouvoir vous donner son pouls un peu, faire des recommandations, des modifications, nommer des zones où elle est moins à l'aise. Donc, souvent, il y a un travail de déconstruction qui est à faire avec elle, d'information, puis de prendre le temps de s'asseoir, puis d'identifier c'est quoi la problématique pour toi, qu'est-ce qui te rend inconfortable là-dedans. Puis c'est par l'information, je pense qu'après, on peut amener la personne requérante à prendre la décision la plus éclairée, qui fait le plus de sens pour elle. En bout de ligne, le but, c'est vraiment pas de la rendre inconfortable. Fait que si après qu'on ait présenté toutes les options, elle choisit l'option A, alors qu'on pensait à l'option B, parce que ça semblait un meilleur choix, entre guillemets, stratégique, je pense que c'est là qu'on revient à la notion de flexibilité, donc il faut savoir faire preuve. Il y a bientôt un an et demi, quand on avait le projet pilote de la ligne d'assistance juridique en droit de la famille, puis on recevait des appels de personnes requérantes, quelque chose qu'on entendait vraiment souvent dans les personnes qui nous appelaient qui avaient déjà un dossier de cours, puis on posait la question, vous en êtes où? Votre avocat, votre avocate, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa stratégie? Parce que sa stratégie, c'est la stratégie de la personne requérante. Régulièrement, la réponse, c'était « je sais pas ». Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, je sais pas où j'ai pas compris, où j'ai compris. Puis là, il nous expliquait où est-ce qu'elle s'en allait. Puis là, Éliane et moi, on se regarde parce qu'on les deux, on était sur la ligne. Puis on se disait, c'est plus ou moins possible que ce soit ça le plan d'action parce que, disons, juridiquement, ça se peut pas, parce que les personnes qui ne sont pas avocats ou juristes ne comprennent pas nécessairement ce que c'est. Moi, ce que je retiens, c'est, dans ce que vous dites, c'est vraiment de faire équipe avec la personne requérante et puis que cette pratique-là, auprès des personnes victimes de violences, c'en est une où, nécessairement, tu le disais tantôt, Constance, il y a une certaine hiérarchie qui s'installe. C'est-à-dire que, je vais dire hiérarchie, il y a une certaine relation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on est c'est un lien avocat-client, on est dans un cadre, c'est un cadre juridique, on a des obligations comme avocat qui sont déontologiques, mais tout ça est vrai. Et faire équipe avec la personne qu'on représente est aussi vrai. Quand on se rappelle ça, qu'on revient à la flexibilité, l'authenticité, la bienveillance, je pense vraiment qu'on va magnifier le pouvoir des personnes qu'on représente, puis leur agentivité aussi, hein, le fait d'être persuadées qu'elles sont en mesure, avec toute l'information, de prendre les meilleures décisions pour elles-mêmes. N'oublions pas d'avoir confiance en les personnes qu'on représente et ça passe par ailleurs en ayant confiance en nous dans notre pratique et en se positionnant, je pense, comme professionnel du droit dans le bon cadre, c'est-à-dire celui d'un professionnel qui travaille en violence conjugale, en violence à caractère sexuel. C'est pas simple, ça va prendre du temps. C'est la deuxième fois que je le dis, mais encore une fois, tant sur le résultat que sur le parcours, on est certaine qu'il y aura un meilleur résultat. Tu le mentionnais tantôt, Éliane, le fait de choisir pour un avocat de ne pas prendre un dossier où on mettrait de côté la violence conjugale, c'est aussi mieux représenter les personnes victimes de violence, je pense. Et parfois, on n'aura pas le choix, mais au moins, si on a la connaissance, on s'est formé, on a en tête les enjeux dont tu parlais, qui sont ceux majoritairement de sécurité. Je parlais d'agentivité, tantôt des personnes requérantes. Ça vient avec le type d'approche qu'on suggère, donc l'approche qu'on a chez Juripop, mais également l'approche qu'on suggère à tous les professionnels du droit, à tous les professionnels en général qui travaillent auprès des personnes victimes de violences. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que ça veut dire, Constance? Mais je pense que c'est une approche qui doit être centrée justement sur l'individu, qui va différer selon la personne que vous avez en face de vous dans votre bureau. C'est premièrement de reconnaître aussi cette personne-là comme experte de sa vie, de son vécu, la mieux placée pour se raconter. On parle vraiment de son expérience. C'est elle qui connaît le mieux le potentiel de dangerosité, notamment de son ancien partenaire violent. C'est elle qui connaît le mieux aussi ses besoins, ses limites, ses capacités à elle-même. Donc, c'est important pour nous d'avoir accès à toute cette riche information-là pour après pouvoir la mobiliser dans sa reprise de pouvoir à ce niveau-là, en l'impliquant dans la préparation de son dossier, en la tenant informée de comment ça évolue. Alors, tout fait beaucoup plus de sens pour elle. Puis on sait que c'est des délais longs parfois. L'aspect juridique de la chose demande du temps. Donc, ça va être d'autant plus essentiel de la tenir au courant au fur et à mesure. Puis la relation va se bâtir avec le temps aussi. Même nous, avec notre expertise en début de mandat versus plus vers la date de procès au fond, on voit qu'on continue d'apprendre des informations, des fois des personnes requérantes, parce que le lien continue de se tisser de plus en plus étroitement. L'alliance qu'on forme, elle est de plus en plus solide. Et donc, on fait nos preuves en quelque sorte, parce que c'est des personnes qui sont arrivées avec des cicatrices d'expériences passées, possiblement. Donc, ou des blessures profondes. Tout à fait. Donc, elles voient qu'elles peuvent nous faire confiance éventuellement de plus en plus. Et donc, on va se ramasser avec des informations hautement précieuses, mais qu'on comprend tellement intimes que ça a pris plus de temps de nous les partager. Puis c'est parce qu'on a usé d'une approche individualisée qu'on en arrive là, je crois. Donc, ultimement, vous vous ramasserez pas avec la même preuve si vous faites part de toute cette empathie-là. Je pense que les avocats vont avoir des dossiers beaucoup plus étoffés, beaucoup plus riches. J'ai l'impression que du point de vue de l'intervention, de la relation d'aide pure et simple, ça fait sens. L'approche individualisée, le fait d'adapter les limites de notre pratique aux personnes victimes de violences, ça fait peut-être un peu moins sens pour le domaine juridique, pour les avocats. Je ne sais pas ce que tu en penses, Éliane. On s'entend que le point majeur du rapport Rebâtir la confiance, c'est que le système de justice doit s'adapter aux besoins des personnes requérantes et il faut que les personnes requérantes, que les personnes victimes cessent, elles, de s'adapter aux besoins du système. Donc, nécessairement, comme avocat, on fait partie du système de justice. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans le cadre de la pratique qu'on a chez Juripop? Puis évidemment, on rappelle qu'on a l'immense chance de travailler avec une subvention du ministère de la Justice qui nous permet d'offrir à un tout petit nombre de personnes des services de représentation gratuits. Mais encore, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour un avocat de pratique privée, un avocat d'aide juridique, d'adapter notre pratique aux limites des personnes requérantes, des personnes victimes de violences? Tu le dis bien, il faut que le système s'adapte à la personne, à son vécu. Puis ça va passer par les avocats puis la façon dont ils vont pratiquer. Puis je crois que ça passe tout d'abord par déconstruire certaines choses qui sont bien ancrées dans la pratique juridique, qui nous sont inculquées dès le bac en droit, dès le barreau. L'idée d'avoir cet esprit de performance, d'avoir le plus de dossiers, d'avoir un taux de roulement très important, donc de devoir vraiment avoir cet esprit de performance et de rapidité dans la délivrance des services juridiques. Oui, vraiment. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture du droit. Il faut prendre le temps avec les personnes victimes pour aller justement bâtir ce lien-là. Prendre un moment, si c'est au début du dossier, faire en sorte que les rencontres de première entrevue soient peut-être plus longues, mais c'est quelque chose qui, au bout du compte, va vraiment porter ses fruits, de sortir de cette rigidité-là qu'on peut avoir comme avocate, de vouloir imposer des certaines échéances, tout ça. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont inévitables. On parle du système de justice, il y a des délais, il y a des éléments à respecter. Puis d'une autre façon, je crois que comme avocate, c'est aussi... quand on parle vraiment de services individualisés, c'est de voir pour chaque personne, par exemple, dans nos dossiers, leur niveau de confort. Quand on parle...
pense notamment aux correspondances qu'on reçoit des parties adverses. Par exemple, autant des courriels ou des fois des lettres plus formelles ou des procédures. On va vraiment voir que en prenant le temps avec elle aussi, comme avocate, en début de mandat, peut-être d'adresser des questions comme si on reçoit une correspondance, une lettre, une procédure, quelque chose de la partie adverse qui sont souvent remplis d'éléments violents, veux pas, ce sont souvent des allégations, des reproches qui sont formulés à l'endroit de la personne victime et qui sont souvent utilisés par les procureurs qui représentent les parties adverses pour perpétuer la violence. Mais comment tu souhaites recevoir ce genre de correspondance-là ou ce genre de les procédures qu'on va recevoir à travers le dossier de cour? Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu préfères que, comme avocate, on s'appelle puis je te fasse un résumé essentiellement des faits qui s'y retrouvent au lieu de recevoir ça dans ta boîte courriel, d'être confronté à ce contenu violent-là puis de devoir en prendre connaissance? Oui, il n'y a pas de trauma-avertissement là, avant de recevoir ce genre de lettre-là. On n'a pas un petit trigger warning, nous autres, comme avocat. Comme avocat, exactement. Oui. Donc, c'est aussi dans cette approche individualisée-là de voir comme avocat, quelle posture je peux avoir. Est-ce que la personne requérante me demande un peu d'agir comme bouclier pour elle en faisant justement des résumés, des conversations téléphoniques pour lui apporter, parce que c'est son dossier, elle est maître de son dossier, donc d'avoir accès à ces informations-là, mais comment ça lui est transmis? Ou est-ce qu'elle souhaite, au contraire, lire la lettre ou le courriel, le contenu avec un accompagnement, avec l'avocate, prendre le temps de le regarder ensemble. Donc, je pense que ça passe aussi par toutes sortes de petits éléments comme ça dans le quotidien du traitement du dossier, des éléments qui sont peut-être banals, un simple courriel, mais qui peuvent faire vraiment la différence au bout du compte, faire en sorte que la personne requérante sente que l'avocate adapte sa pratique, puis c'est vraiment individualisé à ses besoins, puis comment elle vit son dossier de cour à ce moment-là. Constance, j'ai une question pour toi. Éliane parlait d'efficacité tout à l'heure, de performance. C'est sûr que chaque personne réagit différemment, mais une personne victime de violence qui vient avec ses traumatismes, les conséquences de la violence, comment tu penses qu'elle reçoit ou comment tu as observé qu'elle reçoit l'efficacité, la performance, les comportements plus rigides des professionnels qui travaillent avec elle? Je pense que tu l'as bien dit, là, c'est difficile de parler pour toutes les personnes, elles sont toutes différentes, puis c'est ça justement l'approche individualisée. Je pense cependant qu'en général, on peut dire que c'est important d'adresser le chemin parcouru, le cheminement, plus que le résultat. Donc, c'est sûr que c'est un langage qui peut-être va moins faire écho pour elle. C'est là de performance puis ultime. Puis, on parlait des délais judiciaires. C'est dur de se centrer sur l'objectif, il est dans 2 ans. En attendant, il faut quand même avoir des petites victoires puis les chérir, les célébrer, ces moments-là aussi. Donc, je pense qu'il y a ça à garder en tête. Puis dans l'idée d'adapter sa pratique, ça peut se faire de tellement de façons pour, au final, être plus efficace indirectement sans le nommer comme tel. Je pense à des personnes requérantes qui sont anxieuses, qui reçoivent beaucoup d'informations, qui font des démarches très énergivores. Mais leur mémoire peut être affectée de ça. Donc, ce qu'on a trouvé comme moyen de notre côté, c'est d'offrir des résumés écrits, des rencontres qu'on envoie par courriel des fois. Puis ça peut être un exemple aussi de quelque chose qu'on peut faire. Ça peut être aussi simple que d'avoir du matériel anti-stress dans votre bureau aussi pour des rencontres. Ça peut être aussi juste dans votre écoute active que vous démontrez, dans le fait de souligner que vous la croyez, que même si vous avez lu une procédure parfois horrible d'une partie adverse, que ça ne change pas l'opinion que vous avez de la personne en face de vous, puis que vous continuez de voir l'humaine, puis le parent derrière toutes ces allégations-là qu'elle reçoit avec une grande violence. On va voir aussi beaucoup de personnes requérantes qui se justifient, parce que c'est un conditionnement qu'elles ont parfois appris au sein de la relation de violence conjugale, de tout le temps être mises en doute, de tout le temps se faire invalider dans leur perception de la réalité. Fait que, naturellement, c'est un trait qui va ressortir des fois dans certains discours, d'avoir le besoin de donner des explications, puis de déconstruire, puis de présenter des aversions. Puis je pense que d'un côté, il y a c'est important de les entendre, de leur donner l'espace d'écoute, mais d'un autre côté, c'est important aussi de dire comme « Hey, t'as pas besoin de me convaincre, je suis avec toi, on est une équipe, tu te rappelles. » Fait que d'alléger ce fardeau-là qu'elle porte continuellement, de se justifier, puis plutôt de leur offrir un espace pour se raconter sans avoir besoin de faire ses preuves auprès de vous nécessairement. Ça peut être aussi dans une flexibilité de
d'annuler des rencontres. Comme on disait, c'est la personne qui arrive dans un état où elle est vraiment pas bien, elle a reçu de la violence la veille lors de l'échange, quoi que ce soit. Bien, nous, à chaque début de rencontre, on demande « T'arrives dans quel état aujourd'hui? » Comment est-ce qu'on te reçoit, comment est-ce qu'on t'accueille. Mais si son besoin, c'est plus de ventiler sur mon enfant n'a pas dormi la nuit, il a des troubles de sommeil en raison des violences conjugales qu'il vit de manière à travers la post-séparation, Mm-hmm. ben, peut-être que la rencontre va falloir rediriger vers est-ce que tu préfères qu'on fasse ça à un autre moment? Souhaites-tu appeler ton intervenante en maison d'hébergement pour ventiler là-dessus? Comme juridiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? D'être flexible aussi dans ça. C'est des personnes qui vont avoir des rendez-vous médicaux aussi, des fois, en raison des conséquences aussi de la violence conjugale. Donc, d'être flexible par rapport à ça. On sait que c'est difficile des fois d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Donc, ça peut coïncider avec des rencontres qu'on avait prévues d'avance. Si on se fait des calendriers de préparation au procès, par exemple. Donc, on veut tellement être organisé en tant qu'avocat parce qu'il y a plein de dossiers, puis c'est important. Être efficace. Exactement. Mais des fois, il faut sortir du cadre un peu. Quand Constance parlait de cheminement, puis je pense que s'il y a quelque chose comme d'important dans qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on voit qu'il porte ses fruits, c'est vraiment, peu importe le jugement, autant que ça soit en intérimaire, le jugement qu'il soit plus positif en faveur de notre cliente ou qui soit peut-être plus négatif, ou le jugement sur le fond qui, par exemple, on reçoit et qui n'est pas du tout ce qu'on avait anticipé, qui est complètement l'opposé, mais c'est le cheminement de la personne dans le processus judiciaire, puis comment elle a été accompagnée par les personnes, autant l'avocat, avocate, mais les personnes autour d'elle et ses enfants, qui vont faire en sorte que parfois, on l'a vu dans plusieurs dossiers, que malgré que le jugement ne soit pas à la hauteur des attentes, puis c'était pas vers quoi on allait, ce qu'on espérait au final, mais c'est comment elle a été accompagnée, encadrée, soutenue dans ce processus-là qui est laborieux, long et difficile, qui va faire en sorte que ça peut venir apaiser, par exemple, un jugement ou la réception de certaines procédures qui sont pas ce qu'on avait pensé au départ. Puis également, j'imagine que si on travaille depuis le début de la même manière, puis si on a donné toute l'information de A à Z depuis le début, bien qu'on est extrêmement déçu, que le jugement ne correspond pas à nos attentes, ça a été préparé avec la personne requérante, cette déception-là, et la possibilité de ne pas atteindre les objectifs qu'on espérait ou qu'on s'était fixés. Comment on annonce à une personne requérante, après 3 jours de procès, 2 mois d'attente pour un jugement, que finalement, la garde exclusive qu'on demandait est une garde partagée, par exemple? C'est des choses en plus qu'on va discuter avant de se rendre là, je pense. Donc, d'emblée, là, en début de mandat, de dire comment tu veux recevoir les jugements en disant on peut être flexible, ça va évoluer dans le temps. Il y en a qui vont commencer en me disant je vais les recevoir d'une manière, puis éventuellement, elles vont se rajuster. Donc, demeurons flexibles à cet égard-là. Mais en somme, c'est de préparer vraiment la personne. Qu'est-ce que tu préfères? Il y a une personne requérante qui nous disait notamment d'avoir un enjeu au niveau d'expliquer ça à sa famille. C'est une pression aussi que tout le monde est investi là, depuis 2 ans, par exemple, dans ce dossier-là, puis elle demande des nouvelles, ces personnes-là au sein de sa famille. Donc, c'était de nous demander est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un résumé qui soit fait pour qu'eux aussi puissent le comprendre, pour que moi, j'ai pas la charge, en plus de vivre une déception, d'avoir à expliquer puis à me justifier. Mais comment ça, tu l'as pas eu, la garde exclusive? Exactement, puis c'est plein de je pense qu'il n'y a aucune mauvaise intention. C'est 100%. Vraiment. Mais ils sont tellement investis, c'est normal. C'est leur petit enfant, c'est leur nièce, c'est leur neveu, peu importe. Fait que de songer à tous ces angles-là, c'est parce qu'on a pris le temps. Même nous, d'emblée, on n'avait pas nécessairement pensé à cette option-là. Puis c'est en prenant le temps de discuter avec cette personne-là qu'on a réalisé à quel point sa famille jouait un rôle important dans sa vie, puis qu'il fallait l'inclure dans cette annonce-là du jugement aussi. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais que ça, spécifiquement, venait répondre à un besoin qu'elle avait. Absolument. Puis qu'on n'aurait pas obtenu autrement qu'en creusant, qu'en discutant, qu'en tissant le lien. Puis, j'imagine, encore une fois,
que la réceptivité des personnes requérantes à plusieurs moments dans le cadre du dossier ne sera pas nécessairement ce à quoi on s'attend comme professionnel. Par exemple, un jugement qui n'est pas celui à quoi on s'attendait. On peut penser que la personne requérante sera en larmes, complètement désorganisée, et puis ce sera un résultat complètement inverse, plutôt apathique, disons, va sembler ne pas être atteinte parce qu'on lui annonce. Et puis là, je reprends notre exemple de jugement, mais ça peut être à plusieurs moments dans le cadre de la relation avocat-client, mais disons plutôt dans le cadre du dossier. Comment on vit ça comme professionnel? Est-ce que, bien, premièrement, ça se peut, ça va arriver, puis deuxièmement, quelle posture on adopte? Je pense que effectivement, autant à tous les niveaux, dès qu'il y a le dévoilement de contenu qui est violent, d'un vécu qui est comme ça, peu importe comment ça va être, le message va être délivré par la personne requérante qui raconte son histoire, bien, comme avocate, c'est de demeurer dans l'écoute active, de demeurer présent, d'avoir cette oreille attentive-là, cette disponibilité-là. Puis effectivement, on remarque toutes sortes de réactions que des fois, on anticipe, comme tu disais, on se fait une idée sur la réception du jugement, on connaît la personne pendant des mois et des mois, puis il y a comme une espèce d'escalade jusqu'à l'anticipation de cette réception-là. Mais des fois, c'est tout autre. Puis c'est vraiment de s'adapter là-dedans, d'accueillir la personne, de permettre aussi comme avocate, malgré que nous, on a tout autant travaillé dans le dossier. C'est pas notre vécu, c'est pas notre histoire. Donc, c'est d'accueillir la personne là-dedans, permettre de ventiler, de s'ouvrir là-dessus, puis de recevoir ce sentiment-là d'outrage, de colère, puis de le partager, de le valider, de le légitimiser aussi. Je pense que c'est très important comme professionnel, mais c'est jamais des choses qui, c'est sûr, on va pas dire que c'est facile là, de vivre avec ça. Puis des fois, quand, comme professionnel, on reçoit des éléments qui sont plus inquiétants, qui sont plus chargés des dévoilements, par exemple, de nos personnes requérantes, bien, c'est sûr qu'il faut aussi, entre nous, prendre soin de nous, aller voir un collègue, une collègue après une rencontre difficile, un appel difficile, réception d'un jugement, si c'est possible, de partager cet outrage-là, d'avoir des discussions, puis de vraiment pas rester seul avec ça, parce que c'est sûr que pour bien aider les personnes requérantes, il faut qu'on ait un avocat ou une avocate qui est en santé, qui se sent bien quand même relativement à recevoir tout ça. Donc, ça passe aussi par prendre soin de nous comme procureur. Donc, de ne pas hésiter dans ces moments-là qui vont arriver et qui sont nécessairement plus difficiles et chargés pour le professionnel. Puis pour reprendre l'exemple du jugement, c'est des conversations qu'on a eues avec des personnes requérantes pour, ben mettons qu'on le reçoit à 4h30. On sait que toi, tu es dans la routine, tu vas chercher les enfants à l'école, tu vas être donc avec les enfants à la maison potentiellement. Est-ce que c'est un bon moment pour te communiquer ça? Est-ce que tu aimerais mieux qu'on l'attende le lendemain à une heure prévue? Ou est-ce que tu veux en prendre connaissance tout de suite? Donc, il y a cet enjeu-là aussi de temporalité. Puis par rapport au jugement aussi, ce qui me vient en tête, c'est les avocats, je vous vois travailler tellement fort pendant des jours. Mettons un procès qui dure 4 jours. Vous arrivez avec une fatigue en bout de ce dernier sprint-là, qui est un marathon de des années, un aboutissement qui vient avec son lot de fatigue. Donc, c'est correct aussi de respecter vos propres limites pour être capable d'accueillir la personne requérante. C'est sûr que si déjà vous arrivez avec une fragilité qui est ô combien normale, comme l'investissement que ça demande, puis l'attachement qui a été créé parce qu'on crée une alliance, parce qu'on est authentique, nécessairement, vos émotions vont être impliquées dans ce dossier-là. Puis c'est ce qu'on souhaite, parce que c'est en démontrant de l'humanité qu'on applique l'approche individualisée, je pense. Mais donc, de nommer aussi à la personne requérante, bien, est-ce que ça te dérangerait si c'était telle avocate qui ferait la rencontre? Des fois, ça se peut que vous soyez plusieurs sur un dossier, ça se peut qu'il y en ait une qui se sente moins à son plein potentiel à cette heure-là donnée où on reçoit le jugement, puis qu'elle serait dans la rencontre le lendemain à la place. Fait que je pense que c'est correct aussi de respecter vos propres limites, puis ça va pas desservir la personne requérante. Au contraire, après, vous allez être bien plus disponible pour l'accueillir.
Ça fait plein de sens, puis ça fait plein de sens dans un peu les 3 blocs, les 3 sujets dont on a parlé dans notre conversation. C'est qu'on souhaite établir les bases d'une relation professionnelle qui va être différente, qui va être centrée sur les besoins de la personne qu'on représente, mais pour bien la représenter, pour bien répondre à ses besoins, c'est important comme professionnel de s'écouter puis de connaître nos propres limites puis d'avoir notre espace sécuritaire à nous et puis d'œuvrer dans un carré de sable dans lequel on est bien. Puis si nous, on est bien comme professionnel, ça se ressent, la confiance va s'établir. Ce sera davantage pas facile, mais ce sera plus doux d'adapter notre pratique dans un système qui est encore un peu en contradiction avec ce type de pratique-là. Puis, nécessairement, ça fait écho à l'approche individualisée. On fait partie de l'équipe comme avocat qui pratique auprès des personnes victimes de violences également. Je suis extrêmement contente qu'on ait pu discuter de cette manière de travailler auprès des personnes victimes. J'espère que ça fera justement écho chez des professionnels, chez des avocats, avocates qui auront envie, pas nécessairement de faire un 360 sur leur manière de travailler parce que ça leur tente pas ou parce que le cadre dans lequel ils ou elles travaillent ne leur permet pas, mais qui pourront petit à petit ajouter des éléments d'approche individualisée dans leur pratique. Merci, mes chers collègues, pour cette discussion. Merci. Merci à toi. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation disponibles sur le site Internet de Jurypop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.